Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. La présence chinoise en Afrique ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. La solidarité maoïste avec les peuples africains, fraîchement indépendants, avait envoyé dans les années 60-70 des intellectuels chinois recyclés dans les rizières sénégalaises ou dans les constructions pharaoniques du Zaïre d'alors. Mais disons que tout cela relevait plus d'un partenariat idéologique que d'un commerce en bonne et due forme. Par contre, depuis une quarantaine d'années, la Chine post-maoïste a découvert que l'on pouvait pratiquer le capitalisme, faire de grosses affaires, tout en continuant à museler un peuple d'1,3 milliard d'âmes. Ce fut une aubaine pour l'Afrique. En 2012, le volume d'échange entre le continent africain et Pékin s'élevait à 200 milliards de dollars, avec la présence sur place de 2000 entreprises chinoises. Une poule aux œufs d'or pour l'Afrique. À examiner ce moment de plus près, c'est ce que nous allons faire avec Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Center à Paris. Merci d'être avec nous. La première question porte sur les investissements. Il y a énormément de domaines concernant les ressources énergétiques, d'extraction de ressources énergétiques. Est-ce qu'il y a des investissements chinois de nature à développer précisément l'industrie africaine? Alors, in fine, oui, certainement. La réponse courte est oui. Tout d'abord, je voudrais faire une remarque et je vous remercie d'avoir fait ce retour historique sur les relations entre la Chine et l'Afrique, parce qu'effectivement, on a tendance en Occident à redécouvrir quelque chose qui est présent depuis très longtemps, et la relation est très complexe, ou en tout cas beaucoup plus fine que ce qui consisterait simplement à faire référence au mercantilisme qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une double relation, il y a une relation historique qui s'est tissée justement dans les premières époques du maoïsme, qui a été néanmoins oubliée pendant une grande période. C'est-à-dire que les premiers temps de la réforme en Chine, c'est-à-dire 79-85, on pourra même faire allusion à des anecdotes que j'ai vécues moi-même dans les années 80 sur des campus chinois. C'était une période d'éclipse de l'Afrique. Et effectivement, aujourd'hui, on joue sur deux tableaux. La Chine, puissance importante, mais la Chine qui a une histoire aussi, et qui est une histoire qui n'est pas coloniale et qui est même anticoloniale. Donc on va jouer sur plusieurs tableaux. De la même façon, pour répondre à votre question, on va jouer sur plusieurs tableaux. Il est évident que l'Afrique, même si les chiffres sont parfois un peu contradictoires, c'est le premier réceptacle des investissements chinois à l'étranger. Et quand on parle de premier réceptacle, c'est principalement pour les ressources en matières premières, parce que quand on achète des ressources pétrolières, quand on achète des ressources minières, c'est tout de suite de très gros tickets. Et tout cela dû à la voracité, aux besoins internes chinois. Alors absolument. Quand il s'agit de pétrole, il faut un peu nuancer. C'est parce qu'on achète une concession pétrolière que le pétrole va aller directement en Chine. C'est aussi une des illusions qu'il faut écarter tout de suite, parce que le pétrole, c'est par définition une denrée qui s'échange. Et donc ce pétrole, qui est africain mais sous contrôle chinois, peut aller très bien se négocier sur des marchés internationaux. Donc il ne s'agit pas simplement d'assouvissement physique d'un besoin, mais il s'agit de sécurisation d'une relation qui, effectivement, va permettre de rétablir un certain nombre d'équilibres. Alors, si on parle maintenant d'investissement productif, voilà, c'est ça. La croissance africaine, on est quand même obligé de le constater, elle n'a jamais été aussi forte sur l'ensemble du continent que depuis que ces investissements chinois sont arrivés. Et donc ça, c'est le premier argument de la Chine, 5% de croissance en Afrique en moyenne depuis qu'ils sont là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de véritables transferts de savoir-faire, des transferts de technologie de la Chine vers l'Afrique? Alors allons tout de suite à la réponse courte de nouveau, non. Probablement non. Où sont les investissements chinois? Ils sont effectivement, quand on l'a dit, dans les ressources. Ils sont aussi beaucoup dans les infrastructures. Les infrastructures, ce sont les routes, ce sont les bâtiments. Il y a énormément de BTP chinois en Afrique. Ça commence en Afrique du Nord avec la construction de 2 des 3 tronçons est-ouest de l'autoroute qui traverse en fait toute l'Algérie dans sa partie nord. C'est beaucoup de constructions urbaines au Kenya en particulier. Et donc ça n'est pas vraiment du savoir-faire, parce que l'entreprise chinoise arrive avec son savoir-faire, très souvent même ses ouvriers, et puis, on va dire, son campus isolé du reste de la vie. En revanche, ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est que beaucoup de Chinois restent.
il y a un premier temps où ils sont expatriés, et il y a une mixité qui s'installe. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à analyser tout ce phénomène. Vous avez 3 générations, en fait, de Chinois en Afrique. Vous avez la première génération qui est en Afrique du Sud depuis toujours. Il faut se souvenir que Gandhi lui-même a étudié en Afrique du Sud. Il faut se souvenir qu'il y a une histoire de l'Afrique du Sud accueillant des populations asiatiques. Et puis, vous avez une deuxième vague qui sont effectivement les experts, dont certains sont repartis, mais une troisième vague qui sont des experts, des médecins en particulier en Zambie, qui ont fait leur vie en Zambie. D'accord. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas de la part... Vous parlez de ces travailleurs chinois. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression à la baisse vers les salaires? C'est-à-dire, est-ce que, de ce fait-là, d'abord, il n'y a pas une induction du chômage africain et donc une pression à la baisse, en général, des salaires dans la mesure où on peut, alors vous allez me dire, c'est peut-être un cliché, ça aussi, où on peut considérer que les travailleurs chinois sont prêts à tout, à n'importe quel prix. Vous savez, si on prend le Kenya, par exemple, le revenu moyen par habitant par mois au Kenya, quand on est Kenyan, qui est un pays encore très rural, c'est 50 $ par habitant, c'est-à-dire 600 $ par an. Alors, je ne pense pas que les Chinois fassent vraiment baisser les prix de ce point de vue-là. Si on raisonne en termes, je dirais, classiques, cette croissance, elle va bien se retrouver quelque part. En revanche, ce qui est probablement plus difficile à gérer pour les Chinois, pour les pays africains, c'est effectivement cette constitution de campus ou de cités chinoises à côté des villes africaines. C'est aussi une énorme uniformisation de l'urbanisation africaine, un transfert non pas de technologie, mais de mode de vie. Et puis, là où vous parlez de baisse en fait de niveau, c'est l'exportation de denrées dont il faut reconnaître qu'elles sont de second ordre, de seconde qualité. Bien sûr, pour compenser ces énormes importations chinoises qui viennent d'Afrique, les 200 milliards que vous avez cités, avec un déséquilibre en défaveur de la Chine, ce qui est très rare dans le monde, il faut compenser par des exportations chinoises. Et qu'est-ce qu'on exporte? Des biens de consommation qui ne sont pas de première qualité. Et qui sont donc effectivement en contradiction avec tout ce que l'on pourrait imaginer d'un développement industriel africain qui fabriquerait lui-même ses produits manufacturés. Absolument. Alors de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de passage à un stade de développement parallèle à celui que la Chine a connu dans les années 70-80 et qui a permis le décollage de la Chine. Une des grandes questions des BRICS, justement, c'est que probablement on ne peut pas échapper à un certain nombre de points de passage. Les points de passage de la Chine, ça a été l'industrialisation, ça a été l'investissement. Et vous voyez que si on prend l'Inde, je sors un peu du sujet, mais on va revenir, l'Inde est très faible en ce qui concerne l'industrialisation. L'Inde, paradoxalement, se désindustrialise au fur et à mesure qu'elle croît. Et quant au Brésil, il a un problème d'investissement. La très belle réussite de la Chine, c'est de boucler l'équation. Il faut qu'elle le fasse en Afrique, c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'à Durban, par exemple, on ne peut pas imaginer que les pays africains mettent en concurrence la Chine avec les autres, comme le Brésil ou l'Inde, en essayant de trouver le mieux-disant social. Probablement pas. D'abord, la Chine est largement en tête de tous ces BRICS vis-à-vis des échanges avec l'Afrique. C'est assez logique puisque la Chine est quand même le 2e PIB mondial, donc c'est normal qu'elle soit probablement le double du 2e pays des BRICS qui a des relations avec l'Afrique. Mais effectivement, il y a une dépendance qui est forte qui s'est créée et il y a très peu d'options d'arbitrage pour les pays africains. Ce qu'il y a, c'est effectivement une forme de négociation. Il y a une forme de ressentiment qu'il faut traiter. Tout ça ne se passe pas dans l'harmonie la plus parfaite. Certains parlent de néocolonialisme, y compris au plus haut niveau. Le directeur de la Banque du Nigeria dit que ça ne peut plus continuer comme ça, c'est une relation inégalitaire. Il y a des pays où ça se passe mal, il y a des pays où ça se passe un peu mieux. Et le point commun, c'est que, au titre de cette non-ingérence que la Chine a placée comme principe de son intervention à l'extérieur, le seul principe qu'elle place en tête de ses relations avec l'Afrique, c'est l'obligation de ne pas reconnaître Taïwan pour les pays africains. Mais au titre de cette non-ingérence, eh bien, effectivement, la Chine commence à être ressentie comme un agent corrupteur qui ne modifie pas
les données de l'échange en Afrique. La vraie révolution, ce serait un petit peu de casser ce modèle-là. Et puis parfois, malgré tout, comme un maintien des systèmes politiques en place, pas du tout la perspective où la Chine interviendrait dans les transformations africaines. En serait-elle d'ailleurs capable? Probablement pas. On a beaucoup parlé de l'intervention française au Mali. Finalement, on s'en rend compte aujourd'hui avec la révision du budget militaire français. Il y a peu de pays qui sont capables d'intervenir militairement ou qui sont capables de se projeter, même à toute petite échelle. La Chine est encore très loin de ce schéma. Toute dernière question rapidement. Justement, la Chine, d'une certaine manière, est un vecteur de stabilité, entre guillemets, politique. De stabilité. Voilà. Au sens même parfois péjoratif du terme. Absolument, absolument. Statu quo. Statu quo. Ce qui l'intéresse, c'est le statu quo des régimes politiques. Mais merci infiniment, Jean-François. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Ça se passe toujours en français, en anglais, en arabe, simultanément. Et puis le site france24.com. Et cette émission, vous pourrez la regarder à foison et à volonté. Merci infiniment de votre attention.